Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Chers étudiants, nous allons donc parler maintenant un peu de ce qu'on appelle la notion de spectre de réponse. On va voir qu'est-ce que c'est un spectre de réponse et on va essayer de voir l'utilité de ces spectres de réponse dans un calcul dynamique de structure d'une façon générale. Donc, tout d'abord, on va euh, retrouver notre équation du mouvement. Donc, si vous voulez, pardon, on va retrouver notre équation du mouvement général m u seconde plus c point plus k est égal à p de t, toujours le même type d'équation. Maintenant, pour parler de spectre de réponse, notre p de t va être une accélération du support unique, d'accord, qui peut caractériser ce qu'on appelle donc un séisme mesuré à des temps différents par des sismographes. Donc là, on a cette force qui est différente de zéro. L'amortissement existe ou n'existe pas, donc c'est pas un problème. Et puis, on a des données initiales de vitesse et d'accélération qui sont nulles ou non. Le mouvement amorti forcé donc, de la structure, l'accélération du support va ajouter une énergie supplémentaire de la présence de la masse au système. Et on va voir donc qu'on peut résoudre ça par l'intégrale du ML ou la méthode par. Le plus souvent, donc, on s'intéresse à la valeur maximale du déplacement. C'est ça qui nous intéresse parce que dans notre dimensionnement ou conception donc, en béton, des structures donc, de façon générale, béton ou bien acier, c'est la valeur maximale qui nous intéresse pour calculer l'effet dynamique à l'état maximal et pour pouvoir le combiner, bien sûr, avec les charges permanentes et les surcharges. Donc ça, c'est un exemple d'une excitation ou bien de l'accélération du support. Donc, c'est par exemple l'accélérogramme de Lake Hughes, donc Northridge 1994, donc le fameux séisme de Northridge de 1994. Donc, on a mesuré son accélération suivant une direction bien sûr définie et ça nous a donné donc U seconde de G. Ça, c'est U seconde de G, donc de l'accélération du support par rapport au temps. Donc, on les a mesurés sur un sismographe et ça nous a donné ce type de variation. Donc, chaque point a une valeur de l'accélération. Donc, l'équation du mouvement, on rappelle dans le cas de l'accélération du support, donc sur un exemple simple, on rappelle les deux repères, donc le repère absolu et le repère relatif. U total, c'est U plus U de G, donc celle du support. Et puis, sur un système à un seul degré de liberté, ou donc avec les conditions classiques, les hypothèses classiques, pour avoir un seul degré de liberté, soumis à une excitation de ce type, donc comme j'ai dit, et on va voir quelle sera la réponse. Donc là, on revient vraiment au chapitre 2, si vous voulez, paragraphe 6, où on a vraiment tenu compte de l'effet de l'accélération du support qui devient donc une force d'excitation. On a juste remplacé P de T par cette force d'excitation pour avoir l'équation du mouvement. Donc, je ne vais pas trop tarder sur ça et je vais rapidement passer. Donc, cette équation-là, donc, si je prends cette équation-là et si je la divise par la masse partout, donc ça me donne une seconde plus 2 xi oméga 0 plus oméga 0 carré U de t. Sachant que oméga 0, c'est racine de k sur m et que psi est égal à c sur 2 racines de k. Donc, si j'aurais toujours une équation du premier degré, du second degré à un seul degré de liberté U, et là, donc, avec second membre, je vais utiliser toutes les méthodes qu'on a déjà vues pour une excitation quelconque, que ce soit la méthode du UML ou bien la méthode par pas, pour pouvoir calculer la réponse. Donc ça, c'est classique, c'est devenu classique pour nous, puisqu'on a passé quelques chapitres sur la résolution d'un système à seul degré de liberté amorti, non qui est soumis à une excitation du support. Donc là, vous voyez, on utilise par exemple, si on utilise par exemple la méthode de l'intégrale du ML, le chapitre 6, donc on retrouve nos solutions, que ce soit dans le cas amorti, donc cette partie-là, ou bien qu'on soit dans le sens non amorti, dans ce non amorti, donc c'est cette équation-là, cette quantité. La même chose, puisque maintenant U seconde de G, vous voyez qu'elle n'a aucune possibilité d'avoir une forme mathématique de ceci. C'est vraiment du n'importe quoi. Donc là, tout ce que je sais, c'est que je connais la valeur de chaque accélération sur chaque temps.
Ça, je peux le connaître, mais comme ça, donc globalement, je ne peux pas avoir une équation mathématique de U seconde de t. U seconde G de t, c'est pour ça qu'il vaut mieux passer par des calculs numériques de cette intégrale. Donc, euh, alors, quelques propriétés. On va voir quelle est l'influence de la période et de l'amortissement sur les réponses. Donc là, si je fixe si et je fais varier t, d'accord, je vais essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Donc en faisant si et en variant t, on va prendre dans cette partie-là, donc si je prends le U amorti avec des conditions initiales nulles, d'accord? On va prendre trois valeurs de t, T1 2 secondes, T1 1 seconde, T3 0,5 secondes pour un xi de 2%. Donc là, on retrouve des équations, des réponses de ce type, si vous voulez, des réponses de ce type. Donc ça, c'est pour t est égal à 2 secondes en fonction xi est égal à 2%, t est égal à 1 seconde en fonction xi est égal à 2%, et t est égal à 0,5 secondes en fonction xi est égal à 2%. Vous voyez, ça c'est le U de t, si vous voulez calculer, c'est ce U de t, donc calculé pour des périodes différentes. Donc, vous revenez à l'intégrale du UML et vous revenez à la méthode, la méthode numérique de l'intégrale du UML et vous allez trouver des réponses. Donc, on a pris ça sur la littérature pour montrer un petit peu quel est l'effet de la période. Là, donc, vous voyez que déjà les maximums diffèrent. Donc là, vous voyez un maximum ici, à peu près 0, je dirais 25. Ce maximum-là est très petit et je vais encore descendre avec un maximum qui est différent. Donc vous voyez que déjà, les maximums changent. Pour des périodes qui vont de 0,5 à 2 secondes. Donc là, c'est vraiment une variation du maximum. Plus t augmente, plus u augmente. Mais ce n'est pas une règle générale. Il faut faire attention. C'est juste, elle est valable pour une certaine gamme de périodes, donc il ne faut pas la généraliser. C'est des réponses de façon quasi harmonique avec une période égale à celle du système d'une façon générale. Donc l'amplitude, la durée et la forme de la réponse dépendent fortement de la période du système. Donc vous voyez que vraiment il y a une certaine différence. Maintenant, si je fais l'inverse, je vais varier xi et regarder t constant. Donc on aura 3K. Donc T05 fixe xi est égal à 0. T05 fixe xi est égal à 2% et T05 fixe et xi est égal à 5%. Donc, on remarque que finalement, le comportement pour xi est égal à 0 est différent des autres comportements. Donc, si xi est égal à 0, c'est-à-dire un système non amorti, on a une première phase qui ressemble à la phase transitoire, puis on a une phase donc permanente par la suite où on a donc une variation presque linéaire, presque constante et uniforme avec une valeur maximale, c'est presque la même. Donc là, c'est pour le cas non amorti. La réponse est stationnaire avec une amplitude constante la plus élevée. Par contre, lorsque l'amortissement est différent de 0, donc vous voyez que d'ailleurs, d'abord, la forme est la même, mais les valeurs où s'annule le déplacement ne sont pas les mêmes. Là, il s'annule ici à peu près à, je dirais, 16, et là, il s'annule à peu près à 12, par exemple. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, pour xi différent de 0, l'amplitude maximale, déjà, elle n'est pas la même, ça c'est sûr, parce que ça va changer. Donc, là, c'est à peu près 0,18 juré, et ça c'est à peu près 0,1. Donc, l'amplitude maximale diminue pour s'annuler après la phase d'excitation forcée T entre 10 et 15 secondes. Donc, elle s'annule rapidement pour des xi élevés. Pour xi différent de 0, la forme des réponses, comme j'ai dit, est similaire. Donc, pour voir un petit peu que ce soit la période ou l'amortissement, donc ils ont un effet sur les valeurs maximales. Donc, avant de voir un petit peu cette notion de valeur maximale, on va définir deux variables, ce qu'on appelle la pseudo-accélération et la pseudo-vitesse. Donc, revenons à notre solution d'un système à un seul degré de liberté amorti soumis à une excitation du support avec des conditions initiales nulles. Donc, on retrouve cette formule-là.
Et on va essayer de calculer la force élastique qui est égale à K fois U de T. Comme oméga 0, c'est la racine de K sur M, donc FK va être égal à M oméga 0 carré U de T qui est égal donc à M A de T, avec A de T la dimension d'une accélération, puisque la masse par une quantité, normalement c'est une accélération, pour donner une force. Et donc, cette valeur A de T, on l'appelle la pseudo-accélération, à ne pas confondre bien sûr avec l'accélération du système qui est U seconde, ou bien avec l'accélération de l'excitation U seconde. Donc, d'après l'équation 7.2 qu'on a exprimée comme ceci, donc, on peut dire que si je tire U seconde ici, plus U seconde de G d'un côté, et je rentre de l'autre côté, donc, moins M, moins U0, oméga 0 au carré U de T, moins 2 xi oméga 0 U point de T, la différence entre les deux accélérations, donc, est l'effet de l'amortissement. Donc, si je vais faire une différence entre les deux, c'est l'effet de l'amortissement. Si xi est égal à 0, donc celui-là s'en va, et il me reste donc A de t est égal à U seconde de t plus U seconde G de t qui est le pseudo devient donc le système libre. Donc là, je peux encore exprimer une vitesse au lieu de l'accélération. Toujours à partir de la solution, je peux définir donc une vitesse qui est égale à oméga 0 fois le déplacement. Cette vitesse, on l'appelle la pseudo-vitesse. La même chose à ne pas confondre avec la vitesse du système qui est U point. Donc, de la même manière, sur mon équation du mouvement donc initial, je peux tirer le U point ici de t qui va être égal à moins 1 sur 2 xi oméga 0 U de t moins 1 sur 2 xi U, 0, U seconde plus U seconde. Donc, il suffit de faire ceci de l'autre côté et de rendre ceci, donc le tout vers ce côté-là pour déterminer U point de t. Donc, on aura A de t qui est égal à oméga 0 V de t qui est égal à oméga 0 U de t. Donc là, c'est la pseudo-vitesse puisqu'elle a l'unité de vitesse. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est un spectre de réponse? Ça, c'est la clé, si vous voulez, de toute la dynamique des structures. Donc, on a dit, d'habitude, pour un ingénieur, lorsqu'il est en train d'apprentissage, on lui donne les caractéristiques M, K et C et on lui demande de calculer une valeur maximale. Ça, c'est classique. Ça, c'est ce qu'on apprend dans les classes. Mais lorsqu'on est en activité donc professionnelle, c'est l'inverse. On lui dit que votre déplacement ne doit pas dépasser une limite. Vous devriez déterminer les caractéristiques de votre structure par rapport à cette limite. Quel que soit donc le type de structure, on lui donne, il ne faut pas dépasser une flèche admissible, il ne faut pas dépasser une contrainte à limite, et ainsi de suite. Donc, ces limites-là, ça lui permet donc de définir une limite d'une réponse, d'un déplacement, et on lui demande de déterminer la masse, la rigidité et l'amortissement dû à cette limite de la réponse. Donc là, c'est très important. On a une valeur maximale et on essaie de retrouver les rigidités, la masse et l'amortissement qui va avec cette limite de déplacement. C'est ça qui nous a poussé donc à penser à cette notion de spectre de réponse. Donc, de plus, si on vous donne une limite de déplacement, c'est qu'on vous a donné la valeur maximale, donc je n'ai pas besoin de toute la variation par rapport au temps du déplacement, la valeur maximale suffit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle par la suite un spectre de réponse qui permet d'accéder directement à cette valeur maximale. Donc c'est quoi un spectre de réponse? Un spectre de réponse, c'est une courbe représentant la variation de la réponse maximale, que ce soit en déplacement, en vitesse ou en contrainte, d'un système à un seul degré de liberté, à un changement donné par rapport à un paramètre propre du système. Donc, on va voir la variation du déplacement maximal par rapport à un paramètre propre, généralement donc la fréquence ou la période propre. Donc, on trace pour plusieurs valeurs de fréquence et de période propre, on va tracer donc pour plusieurs valeurs de t, on va placer le déplacement maximal et bien sûr pour chaque amortissement choisi. Donc ça, c'est valable pour ce type de structure et c'est valable uniquement pour ce type d'excitation. C'est pour ça qu'un spectre de réponse est totalement lié à l'excitation. Si vous changez l'excitation, bien sûr, votre spectre de réponse change. On va voir par la suite que chaque séisme
a un spectre, a une accélération donc bien définie. Donc, on ne peut définir le spectre que par rapport à ceci. Donc, il faut faire très attention parce qu'on est en train de calculer des déplacements maximaux par rapport à la charge P de T bien spécifique. Donc là, si ça c'est ce qu'on appelle le spectre de réponse en déplacement, puisqu'il est exprimé en déplacement. Et maintenant, si on vous donne une valeur maximale, donc elle est imposée, c'est la valeur limite, il suffit de rentrer avec votre xi et obtenir donc la période T0. Maintenant, si vous avez une période, c'est proportionnel donc à K et M, ou bien inversement proportionnel à Km, donc sachant que oméga 0 c'est racine de K sur M et que T0 c'est 2pi sur oméga 0. Donc si vous avez T0, vous pouvez par exemple tirer la rigidité, surtout si vous connaissez la masse du système. Donc ça c'est l'inverse, ce qui nous intéresse dans la dynamique des structures. Alors, il faut faire attention au choix de ce maximum, parce qu'en général, on choisit un maximum parmi les maximales locaux. Donc, il faut vraiment faire une attention particulière. Donc, par exemple, si j'ai ce déplacement-là, toujours un déplacement qui est du support et un déplacement de la structure, par rapport à son support ou bien par rapport à la structure elle-même, on aura le déplacement relatif qui est la différence entre les deux, et on peut écrire l'équation de façon classique due à l'excitation du support moins m u second j. Donc, si je veux résoudre ceci, je peux dire que je passe par une équation, par le coefficient d'amplification dynamique. On revient donc au chapitre 4, le cas de l'accéléromètre, pardon, et on a dit que le coefficient d'amplification dynamique est égal donc à K delta, c'est la force statique équivalente sur la force maximale moins m u second j. Donc c'est toujours un statique sur dynamique maximum, ça nous donne à peu près donc en remplaçant pas à peu près donc exactement donc sachant que K c'est ou bien oméga 0 au carré c'est K sur M, donc je peux retrouver cette expression de coefficient d'amplification dynamique. En supposant que les conditions initiales sont nulles, donc, et en posant que UG c'est UG max fois F de T, on peut exprimer ce coefficient F de T sous forme de l'intégrale du UML, donc que ce soit dans le cas non amorti ou bien dans le cas amorti, on peut toujours calculer une valeur maximale. Là, donc, dans notre cas, les conditions initiales sont nulles, donc celui-là s'en va, celui-là s'en va. Il me reste ce coefficient-là qui dépend d'une intégrale P de T sinus oméga 0 T moins tau pour le cas non amorti. Pour le cas amorti, celui-là s'en va et celui-là s'en va. Et il me reste donc la même chose, une valeur sous l'intégrale en fonction de P de tau exponentielle et sinus. D'accord? Donc, si je reviens à la définition de R12, donc cette définition-là, où j'ai calculé R de T qui est égal à moins oméga 0 au carré delta sur UG seconde maximum, d'accord? Donc, je peux exprimer delta max qui est égal à 1 sur oméga 0 au carré R max UG max. Donc là, c'est, je tire d'ici les maximums, d'accord? Sachant que R est maximum par rapport à delta maximum. Donc, il suffit de calculer par rapport à cette équation. Il y a aussi le problème de l'accélération maximale. La même chose, il faut faire attention. Donc, à partir de l'équation du mouvement, donc, si j'écris le déplacement relatif delta est égal à U moins UG, on peut la réécrire en fonction du déplacement total U. Donc là, c'est la somme des deux déplacements, que ce soit de la structure locale et du support, pardon. Et je peux dire qu'elle est égale à 0. Donc, qu'est-ce que c'est U max? U max, c'est le déplacement total. Donc, d'après 7,15 et 7,16, on peut écrire, donc ça c'est 7,15, on peut écrire que U seconde max est égal à K sur M delta max, qui est égal à oméga 0 delta max, qui est égal à R max U seconde G max. Ainsi, le déplacement relatif maximum delta max et l'accélération absolue maximum U seconde max sont reliés à l'accélération maximale du support U seconde G maximum. Maintenant, pour calculer U seconde G maximum, elle peut être déterminée à partir des équations de RTT de diamètre non amorti ou amorti. Comment construire maintenant un spectre? C'est simple. J'ai dit, il faut que j'ai le spectre, je rappelle, c'est une courbe définissant un déplacement maximum en fonction de la période en général, ou bien de, de la fréquence propre ou bien de la période propre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va fixer d'abord la période et l'amortissement et on va calculer un maximum.
pour l'excitation bien définie et bien spécifique. Donc, si je fixe, ça c'est l'exemple qu'on a traité tout à l'heure, donc ou bien dans le paragraphe 3, pardon, le paragraphe 3, c'est ça. Alors, si on a obtenu un déplacement maximum pour t est égal à 8,66, ceci avec un déplacement à peu près de 2,5 cm. Ça, c'est en décimètre. D'accord? Donc, ça, c'est valable pour t est égal à 2 secondes et pour xi est égal à 2 pouces. Donc, je vais garder, si vous voulez, psi constant et je vais faire varier t. À chaque fois que je varie t, j'obtiens un déplacement maximum. Je varie t, la période propre, et j'obtiens un déplacement maximum. Donc là, j'aurai pour chaque point t et xi une valeur maximale pour chaque point. On peut répéter ça indéfiniment et on peut retrouver plusieurs points de delta max par rapport à t et xi. Ça, c'est le st, c'est le déplacement. Donc là, j'obtiens, si vous voulez, cette courbe-là qui définit le déplacement relatif maximal par rapport à la période t. Ça me donne donc pour chaque xi une courbe qui est valable uniquement, je répète, pour cette excitation-là. Si vous changez l'excitation, vous allez changer le spectre. Ça, c'est ce qu'on appelle un spectre de réponse en déplacement et on l'écrit de ceci. Ce spectre, je rappelle, de réponse, il n'a que des valeurs maximales qui nous intéressent. Donc, par exemple, si ma période est égale à 2, comme tout à l'heure, et que mon xi est égal à 2%, c'est l'exemple que j'ai ici, d'accord? Donc, ma période est égale à 2 et xi est égal à 2%, je dois retrouver delta max est égal à 2,5. Donc là, vous voyez qu'en faisant un t est égal à 2 et un psi en noir est égal à 2%, je retrouve donc un SD qui est égal à peu près à 0,25 décimètres. Donc, c'est comme ça qu'on utilise les spectres de réponse. Si vous avez maintenant une valeur connue de déplacement maximal et une valeur de xi maximum, par exemple, xi est égal à 0%, il suffit de tirer ici et de retrouver donc votre période qui va vous permettre de déterminer la rigidité qu'il vous faut par rapport à ce déplacement maximal. Donc, c'est comme ça l'utilisation de ces réponses. Le spectre de réponse peut être exprimé en déplacement. Il peut être exprimé, bien sûr, en pseudo-accélération, en passant par cette transformation-là avec oméga 0 au carré. Donc, on aura le même type de graphe, mais exprimé en accélération, donc en pseudo-accélération. Toujours valable uniquement pour la sollicitation considérée ou bien l'excitation du support considérée. Et enfin, on peut l'exprimer même en fonction de le pseudo-vitesse, donc le SV, qui peut être exprimé en fonction de SD là. Donc, c'est les mêmes transformations et c'est le même type de graphe. Bon. Donc là, en conclusion, on peut dire pour cette partie-là que quel que soit le type de spectre qu'on utilise, donc il faut fixer le spectre et on calcule un déplacement. Pardon, quel que soit le type de spectre qu'on utilise, de déplacement, de pseudo-accélération ou de pseudo-vitesse, on aura le même type d'information qui caractérise la charge d'excitation U seconde de G. Donc je répète, l'excitation, elle est imposée pour chaque type de spectre. Donc là, si je change l'excitation ou la force extérieure, le spectre de déplacement, de pseudo-vitesse et de pseudo-accélération vont changer. À partir de spectre de pseudo-accélération, on peut par exemple calculer l'effort élastique maximum du système. Ça, c'est classique. Donc, c'est la force qui est égale à la rigidité par le déplacement. La rigidité, je la remplace par ceci et j'aurai donc une M fois A de T. Comme A de T, c'est le spectre lui-même, donc là, c'est la masse multipliée par le spectre d'accélération. Et là, c'est toujours valable pour la sollicitation considérée. Donc, la même chose, donc, se peut calculer le spectre de déplacement relatif et donc on aura une force maximale, élastique maximale du type K fois la valeur maximum du déplacement qui est ST. Donc, ça, c'est la même chose, que ce soit 721 ou 722, c'est les mêmes équations. Donc, ça, c'est, vous voulez, ces approches-là qui nous ont permis de passer d'une étude dynamique, si vous voulez, à une étude statique équivalente. Et ça, c'est très important parce que cette méthode statique équivalente va être la base de tous les règlements parasismiques, y compris le règlement parasismique algérien qu'on va voir dans la troisième et dernière partie de ces présentations. Donc, un exemple, on a un château d'eau dont la masse est concentrée au sommet avec une rigidité et un amortissement négligé soumis à une excitation du support de type impulsion sinusoïdale. Donc, sur un intervalle de temps 1, 0 à 1 seconde, c'est la sinus de type
3 fois sinus oméga t. Après 1 seconde, c'est une oscillation libre du mouvement. Donc, on vous demande de tracer les réponses les spectres de réponse déplacement pseudo-vitesse et pseudo-accélération correspondant à ce type d'excitation. Et bien sûr, quelques calculs de l'effort tranchant et de moment fluctuant et de discuter si on a des changements de section en tant que concepteur. Est-ce que vous recommandez du changement de la section transversale? Donc là, c'est un exercice simple qui va nous permettre de voir comment déterminer un spectre de réponse et le tracer. Je commence par la première phase, qui est la phase donc excitée par une fonction sinus, demi-sinus si vous voulez, la phase 1, qui est donc entre 0 et 1 seconde. C'est un système soumis à une charge sinusoïdale. Donc, on revient au chapitre 5. Puisque c'est une accélération, donc c'est moins m u seconde g, et ça me donne donc cette expression pour le terme en deuxième, le terme à droite. Comme c'est un amortissement négligé, donc on retient que la masse et la rigidité. La solution, c'est une solution particulière plus une solution sans secondement, donc on a déjà vu ça, et ça me donne ceci. Si les conditions initiales sont nulles, je retrouve A et B, je les change, je les remplace, et je trouve donc le déplacement dans la phase 1 est égal à P0 sur K, 1 sur 1 moins 2, sinus grand oméga t moins 1 sinus oméga 0 t. Avec R toujours le rapport donc, entre l'excitation, la pulsation de l'excitation et la pulsation. D'accord. Vous remarquez donc ceci, c'est un coefficient qui va amplifier ceci, à peu près, donc c'est le fameux coefficient d'amplification dynamique. Donc P0, c'est quoi? P0, c'est cette partie-là, c'est ça P0, donc c'est la valeur maximale de l'excitation, c'est MUG0. Si je la divise par K, donc une force par un déplacement, ça me donne une force par une rigidité, ça me donne un déplacement statique dû à la force P0. Donc, si je remplace, j'aurai cette force statique qui est égale à UG0 sur oméga 0 au carré. Donc, toujours dans la première phase, si je cherche un maximum, il suffit de dériver et que tendre la dérivée vers égale à 0. Donc, on aura un maximum qui va se produire dans ce temps-là, 2pi sur grand oméga plus oméga 0, et qui va me donner donc une valeur maximale de ce type. C'est ça ce qui m'intéresse parce que je cherche un maximum. Ainsi, un maximum est fonction de grand T. Vous voyez, le grand T, c'est le oméga 0, si vous voulez, c'est la période, c'est la pulsation propre qui est égale à T est égal à 2pi sur oméga 0. Et là, on peut tracer la courbe pour plusieurs valeurs de T. Il suffit d'imposer T et vous aurez donc les valeurs maximales, un max en fonction de T. Donc, si je prends, par exemple, 3 valeurs, 0,5, 1, 1,5 et 2, je garde la masse, bien sûr. Je garde donc T est égal à 2pi sur oméga 0, ou bien oméga 0, c'est 2pi sur T. Donc, à chaque fois, je vais calculer je vais choisir un T, je le remplace ici, et je calcule la valeur maximale par rapport à ce T. Là, donc, pour 0,5, j'aurai eu un max 0,0241, 1, 0,113, et ainsi de suite. Donc, j'ai choisi 3 ou 4 points. Le point 2, c'est le point de résonance parce qu'il va me donner donc un R qui est égal à grand oméga sur oméga 0 qui est égal à 1. La même chose pour la phase 2. Donc, c'est une phase libre. U seconde 2 plus KU2 est égal à 0. La solution est une solution donc du type cosinus-sinus avec des conditions initiales maintenant, U de T1 et U point de T1 qui dépendent de la phase, de la partie finale de la première phase. Donc, on a dit pour ce type de problème, le début de la deuxième phase, c'est la fin de la première phase. Donc, et là, si vous voulez, la deuxième phase commence avec des conditions initiales de la fin de la première phase. Donc, si on remplace, on aura cette équation-là avec UT1, U1T1 et U.T1 qui vont constituer donc les conditions qu'on utilise ici pour déterminer U2 de T de façon générale. Donc, on aura cette expression pour l'expression finale de U2 de T. D'accord? Je répète, UT1 et U.T1 à ne pas confondre avec les conditions initiales. Ce ne sont pas les conditions initiales U0 et U.0. Ce sont les conditions du début de la deuxième phase qui doivent exister pour entamer une oscillation libre de la deuxième phase. D'accord? Donc, U22 de T, ça sera de cette forme-là. On remarque
qu'elle est égale à ce terme-là qui est constant, multiplié par cosinus oméga 0, plus ce terme-là qui est constant, multiplié par sinus oméga 0. Si je veux calculer un maximum, le maximum de ceci, ce sera la racine carrée du carré de celui-là, plus le carré de celui-là. Donc, c'est la racine carrée du premier terme, plus la racine carrée du deuxième terme. Donc, on le retrouve ici, c'est la racine carrée de celui-là au carré, plus celui-là au carré. Donc, on le retrouve ici, parce que j'ai un cosinus sinus. Donc, si je remplace, on aura ce maximum-là, qui est donc fonction de petit r. U2 max. Donc, si je prends quelques valeurs de U2 max, bien sûr, U2 max, c'est R qui est égal à grand oméga sur oméga 0. J'ai dit l'excitation, je ne la change pas parce que c'est un spectre qui va être défini et spécifique pour cette excitation. Le seul paramètre que je peux changer, c'est oméga 0, c'est-à-dire c'est T. Donc là, je prends quelques valeurs de T et je vais calculer le U2 max comme celui-là. Donc, on aura des valeurs de ce type. Donc, si vous remarquez, comme j'ai dit ici, donc c'est juste oméga 0 qui change et grand oméga reste constant. Donc, pour les deux cas, vous voyez que je peux tracer maintenant, lorsque j'ai trouvé un SD qui est U max, déplacement maximum, je peux trouver l'accélération maximum, bien sûr avec sa partie, donc sa valeur absolue, et la pseudo-vitesse maximum. Donc, j'aurai les trois quantités maintenant, avec une valeur du déplacement maximal que j'ai calculé. Je vais multiplier par oméga 0 au carré pour trouver SA, et je multiplie par oméga 0 pour trouver le SP. Chaque fois, oméga 0 donc, est tiré à partir d'ici, parce que oméga 0 est égal à 2pi sur t. Donc, j'aurai quelques valeurs. Je peux les tracer sur un graphe pour obtenir un spectre de réponse. Là, ça devient donc, peut-être qu'il faut utiliser plusieurs points pour avoir une courbe correcte. Donc, le plus souvent, on utilise une échelle logarithmique pour avoir donc une représentation un peu plus pratique de ces courbes-là. Donc, on va prendre, ça c'est indice V, donc c'est la pseudo-vitesse, le log de SV qui est égal ici, log moins log de T, plus log de 2pi SD, d'accord? Pour une valeur de SD constante, on obtient une droite. Si ceci est constant, vous voyez que log de ST et log de T donc, sont liés par une droite. La même chose pour une valeur de SV, d'accord? Je peux dire ça c'est constant et j'aurai donc log SV qui est égal à log T qui est une droite, qui est aussi une droite pour une valeur de SA. Donc ainsi, on peut avoir pour chaque valeur constante de ST ou SA une droite sur le graphe logarithme SV de période. On aura ainsi ajouté le spectre de déplacement ou de pseudo-accélération avec le spectre de pseudo-vitesse. Donc là, on a exprimé le SV ou le SD en fonction du SD, on a exprimé le SV en fonction du SA et on va tracer tout ça sur un seul graphe pour avoir une idée sur l'utilité de l'un ou l'autre spectre de réponse. Donc, par exemple, pour SD est égal à 0,1, pour SD est égal à 1 et pour SD est égal à 5, on va voir à quoi est égal à SV. Et pour SA est égal à 0,1, SA est égal à 1 et SA est égal à 5, on va exprimer ça en SV pour les valeurs qu'on a calculées, sachant que SV, c'est les valeurs maximales de vitesse qu'on les a calculées à partir des déplacements maximums. Donc, ces valeurs-là, on va les retrouver tout à l'heure. Donc, ici, lorsqu'on a calculé le déplacement maximal, on a calculé en même temps les vitesses maximales et les accélérations maximales. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va, pour chaque SV, par exemple, changer SD ou bien changer SA et voir à quoi est égal SV parce qu'on a ces relations-là. Donc, c'est cette relation-là de SV par rapport à SD. Si je change SD, donc, je vais changer le SV. Donc, on retrouve ces types de valeurs pour différentes valeurs de SD et on laisse SV donc, comme variable et pour différentes valeurs de SA et on laisse SV variable. Si on trace tout ça, comme j'ai dit, c'était des droites et vous voyez donc ça c'est des droites de SD en bleu, en noir c'est les droites de SA et la courbe qu'on a donc par rapport à SV. Donc SA c'est des droites, SB c'est des droites, donc et cette courbe-là, donc, est la courbe SV. Maintenant, on a dit, si je prends un point d'intersection entre celui-là et la courbe, vous voyez que je peux calculer
la période correspondante. Tout à l'heure, on a calculé un déplacement maximum de 0,105. On peut le trouver sur le graphe et dire 0,105 est à peu près la droite qui est parallèle à peu près à un peu plus que 0,1. Donc, c'est une parallèle ici qu'on utilise. C'est entrée pointillée ici en rouge, juste au-dessus de la droite SD est égale à 0. Donc, avec l'intersection de la courbe, si vous faites un agrandissement ici, vous aurez un intersection de la courbe donc, qui vous donne t est égal à 0,89. Donc, la même chose, vous pouvez faire l'intersection avec la courbe ici et vous retrouvez le SA par rapport aux courbes. Donc, la deuxième question, c'est simple. Donc, c'est juste pour voir un petit peu est-ce que vraiment un changement de section est important ou non. On va voir donc calculer la force de cisaillement et le moment fléchissant. La force de cisaillement, c'est l'effort tranchant donc à la base et le moment fléchissant à la valeur critique de la section du château. Discuter les conséquences de changement de la section transversale sur le niveau des forces de conception. En tant que concepteur, est-ce que vous recommandez le changement de la section transversale ou non? Donc, on ne vous demande pas de faire des calculs détaillés. On veut juste, à partir de certains arguments, donc sur un raisonnement qualitatif, vous essayez de nous répondre sur cette question. Donc là, on revient à calculer donc à la valeur critique. Donc avec t est égal à 2pi sur oméga 0. Mon déplacement maximum est de 0,105 mètres. Je le tire de la courbe. Ça va me donner donc un t est égal à 0,89, direct du spectre. Donc avec un déplacement maximum de 0,105 qu'on a calculé, je peux tirer la période correspondante qui est égale à 0,89. 0,89 donc correspond à SD, va me donner, si vous voulez, SD, je rappelle, c'est le déplacement maximum, ça va me donner un effort tranchant K fois SD et un moment fléchissant qui est égal à l'effort tranchant multiplié par H sur 2. Donc ça, c'est la valeur de l'effort tranchant et du moment fléchissant. Maintenant, si je considère quelques valeurs de K, c'est-à-dire de la rigidité tout le temps, laissant la matrice masse constante, donc je prends 100, 35 et 12. Remarquez qu'au début, on avait la valeur 100 qu'on a calculée, donc utilisée au début. Donc, on aura un T 0,89 du graphe, 35 10 puissance 4, avec une rigidité de 35 10 puissance 4, ça me donne donc une période de 1,5, parce que la rigidité, c'est 2pi sur oméga 0, et oméga 0, c'est racine de k sur 1. Donc, pour k est égal à 35, on aura une période de t, et pour k est égal à 12, on aura une période de 2,5. Donc, je vais vers les graphes, et je vais tirer la pseudo-vitesse, ou bien la vitesse, l'effort tranchant, on le calcule, et je vais tirer donc le déplacement maximum du graphe, 0,105, 0,296, 0,650. Donc, on remarque à partir d'ici que si la rigidité a augmenté, a diminué, pardon, de 100 à 12, c'est-à-dire elle a diminué de 88%, on voit que l'effort tranchant diminue de 105 à 78, c'est-à-dire de 25%. Par contre, le déplacement est monté de 0,5 à 0,653, donc de 520%. Donc, avec une diminution de rigidité, l'effort tranchant n'est pas vraiment une diminution significative. Par contre, le déplacement maximum a significativement augmenté de 520%. Donc, l'effort tranchant ne varie pas beaucoup avec la rigidité pour une masse constante. Par contre, le déplacement maximal varie de façon très considérable avec la rigidité. Donc, il est recommandé de réduire la section transversale jusqu'à ce que les déformations du matériau soient acceptables. Par contre, donc, il faut faire attention. On doit avoir une section transversale suffisante pour avoir la résistance exigée et la rigidité structurelle pour contrôler les déplacements. Voilà, donc, on termine avec ce point-là. On a parlé d'un spectre de réponse. Maintenant, on parle des spectres de réponse normalisés, des spectres de réponse de calcul et des spectres de réponse réglementaires. En général, en dynamique des structures, donc, un seul accélérogramme, une seule excitation n'est pas suffisante. En général, même s'il a été enregistré tout juste à côté du site. Donc, il nous faut plusieurs accélérogrammes, c'est-à-dire plusieurs x secondes de g pour qu'on puisse avoir des résultats plus ou moins acceptables. Le sisme est imprévisible et la variété du mouvement sismique est grande. Donc, on considère un ensemble d'accélérogrammes, vraiment un nombre important d'accélérogrammes qui ressemble à votre accélérogramme. Et là, donc, on va vers une base de données, ce qu'on appelle une banque de données, et on essaie donc d'utiliser beaucoup d'accélérogrammes qui sont semblables à celui que vous avez enregistré sur votre site conseillé. Il faut dire que deux structures différentes peuvent être soumises à des sollicitations défavorables différentes.
même si vous avez la même excitation et le même accélérogramme. Donc là, au lieu de travailler sur un seul accélérogramme, on va travailler avec un ensemble d'accélérogrammes. Et si on met ces ensembles d'accélérogrammes, on va trouver ce qu'on appelle un spectre enveloppe qui va prendre en considération beaucoup d'accélérogrammes en même temps. Donc, à chaque fois, donc, on peut définir cette spectre enveloppe en calculant les spectres de réponse des sollicitations enregistrées dans des sites comparables du point de vue de la nature du sol, genre de banque de données. Ce spectre donnera les efforts les plus élevés. Il est très utile pour les règlements parasismiques. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On cherchera dans notre base de données des séismes enregistrés et on va voir donc tout ce qui est, par exemple, qui ressemble à notre spectre considéré ou voisin d'un spectre enveloppe. Donc, les séismes sont d'importance différente et les spectres déduits ne sont pas généralement comparables. Maintenant, il faut les affiner, c'est-à-dire il faut les normaliser. Pour les normaliser, donc, on utilise, vous savez, quand on normalise, on divise par une quantité, donc que ce soit l'accélération maximale du sol. On peut normaliser par rapport à une accélération maximale du sol. On peut normaliser par rapport à ce qu'on appelle l'intensité spectrale, de façon générale, comme l'a supposé donc M. Hausner. Donc, l'intensité spectrale, c'est quoi? Si je trace le graphe vitesse-période, j'aurai donc une aire autour de cette courbe-là, au-dessus de cette courbe-là, et c'est ça qui me donne l'intensité spectrale, c'est l'aire du spectre de pseudo-vitesse comprise entre t égale à 0,1 et t est égal à 2,5 secondes. Donc, cette plage de période en général, elle couvre la plupart des périodes qu'on va rencontrer dans les structures de génie civil. Donc, l'intensité spectrale prend en compte la réponse de la majorité des constructions et constitue une mesure de l'importance de la secousse sismique. Tout ça, c'est juste pour normaliser, pour affiner un petit peu notre spectre enveloppe ou bien notre spectre de réponse. Donc, l'enveloppe des différents spectres étant normalisée représente un spectre de calcul. Donc, lorsqu'il sera normalisé, on l'appelle le spectre de calcul. Ce spectre doit aussi être calé pour tenir compte de l'intensité probable du séisme, et de l'importance du bâtiment. Ça, c'est le but du spectre réglementaire qu'on utilise dans les règles parasismiques de façon générale. Donc là, on va consacrer toute une partie sur ça. Donc, lorsqu'on veut utiliser un spectre de calcul, il faut qu'il soit adapté par rapport à l'importance de la construction, par rapport à l'intensité de la probabilité du système, et ainsi de suite. Donc, lorsqu'on fait ça, on l'appelle le spectre réglementaire qui est utilisé dans les règles parasismiques. Voilà donc des exemples. Spectre de réponse normalisée. Donc, les spectres ont la même allure pour des xi différents, xi 2%, xi 5%, 10%, 20%. Donc, pour de faibles, ça c'est la pseudo-accélération. Pour de faibles périodes, donc, ici, la pseudo-accélération croît linéairement, donc au début entre 0 et TB, jusqu'à une valeur d'amplification, donc maximum atteinte à TB. Donc, quel que soit l'amortissement, donc on passe par une valeur maximale ici, donc qui est constante de l'amplification. Donc, entre TB et TC, la pseudo-accélération est constante et maximale. Entre TC et TD, la pseudo-vitesse est constante. Et par rapport à cette courbe qui est donc de l'accélération, on voit que c'est une pente donc presque la même, d'où l'accélération décroît en 1 sur t. Au-delà de TD, donc, le déplacement relatif est constant, d'où l'accélération décroît en 1 sur t au carré. Donc, au début, c'est la vitesse qui est constante et donc l'accélération est linéaire. Et à partir de TD, c'est le déplacement qui est constant, la vitesse est linéaire et l'accélération est décroît en polynomial en degré 2. Donc, si je considère les points extrêmes, pour t est égal à 0, ou bien celui-là, ou bien pour t est égal à l'infini, on va voir que si t est égal à 0, toutes les courbes partent à peu près du même point. Donc, là, c'est, si vous voulez, t est égal à 0 correspond à oméga 0 à l'infini. La pseudo-accélération est égale à l'accélération maximale du support. Et le déplacement relatif devient nul. Pour toutes les actions, toutes les courbes commencent par l'accélération maximale du support, du second J. Par contre, pour t est égal à l'infini, là, donc, on va vers une valeur 0. Donc, si vous voulez, le déplacement relatif SD à l'infini tend vers le déplacement maximal du support UG max. Car un système de période infinie correspond à une rigidité nulle. C'est comme si la masse n'est pas connectée au support, donc elle reste immobile pendant l'excitation. Le mouvement relatif de la masse est égal au mouvement du support.
On peut aussi considérer le spectre normalisé en déplacement. Donc ça, c'est, si vous voulez, en accélération. On peut l'exprimer en déplacement, donc le même type de spectre en déplacement, et on peut tirer les mêmes constatations, sachant que maintenant, on a une spécificité en 0 et TC, et entre 0 et TD. Vous remarquez donc que entre TD, TC, 0 et TC, donc vous avez une certaine variation, alors qu'en TC et TD, c'est linéaire, si vous voulez. Entre TD et TE, ça devient constante de déplacement. Après, ça descend linéairement pour arriver donc à une valeur constante après TF, après 10 secondes. Donc, en pratique, pour des enregistrements réels, on a constaté qu'à TF égale 10 secondes, la réponse est égale au déplacement du son. Donc là, si vous projetez ça, vous allez trouver le déplacement du son. Entre TD et TE, les déplacements sont constants et maximum, donc pour quelle que soit la valeur de la moitié. Voilà, donc, ceci termine la notion de spectre. Retenez que ce spectre est très important. C'est ce que vous allez rencontrer en général lorsque vous faites de la conception parasismique. On vous donne ce spectre et on vous demande de l'utiliser directement, puisque vous allez connaître un petit peu la valeur limite de votre déplacement. Vous rentrez dans ce spectre et vous tirez les caractéristiques de votre structure, surtout la rigidité. Voilà, donc, ceci termine vraiment la première partie concernant les systèmes à un seul degré de liberté. La prochaine fois, on passera donc au système à plusieurs degrés de liberté, ce qui fait donc, on commence la deuxième partie des systèmes à plusieurs degrés de liberté. De la même manière que les systèmes à un seul degré de liberté, donc, on va aller étape par étape, d'abord décrire les équations, puis au système libre, après, donc, à la fin, les systèmes forcés. Donc, l'avantage, c'est qu'on va gagner beaucoup de temps dans les systèmes à plusieurs degrés de liberté, puisqu'on va toujours se référer aux équations des systèmes à un seul degré de liberté et des méthodes utilisées dans le système à un seul degré de liberté. C'est pour ça, donc, je vous conseille de maîtriser un petit peu les systèmes à un seul degré de liberté. Ça va être plus facile de les utiliser par la suite. Voilà, donc ceci termine ce chapitre 7. Je vous retrouve donc avec le chapitre 8 prochainement. Je vous remercie.